Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle conférence consacrée à l'amélioration du fonctionnement des services. Alors, voilà un sujet qui intéresse beaucoup de monde, beaucoup de responsables, que ce soit des responsables publics, que ce soit des responsables politiques, des élus, que ce soit même des responsables de sociétés privées. Toutes les configurations sont finalement concernées par ces questions que l'on retrouve dans beaucoup de cas de figure, y compris d'ailleurs dans le monde associatif où le bénévolat est la règle de base. Alors, pour répondre aux interrogations que vous vous posez, eh bien, on a d'abord fait en sorte que vous puissiez les exprimer. Alors, vous avez, pour une bonne partie d'entre vous, déposé les questions que vous vous posez à ce sujet au moment de votre inscription sur le formulaire d'inscription. L'ensemble de ces questions nous sont parvenues. Nous en avons fait un tri, je dirais pas une synthèse, mais nous avons en tout cas sélectionné les 4 principales questions que vous vous posez et nous allons donc dès maintenant y répondre. Voici la première question qui ressort comme étant une des principales interrogations que vous vous posez. Comment se répartissent les rôles entre les élus et les agents municipaux? Alors, voilà la première des questions que vous vous posez qui semble en tout état de cause être la question la plus fondamentale de toutes. Et pour tout vous dire, quand vous allez avoir compris ce que je vais vous dire aujourd'hui, ce que je vais expliquer, eh bien vous aurez compris, je dirais bien 90% du fonctionnement des institutions publiques locales. Alors, comment expliquer déjà le rôle que tiennent à la fois les élus d'un côté, les agents municipaux de l'autre? Il faut bien comprendre que les agents municipaux sont des permanents, c'est-à-dire que ce sont soit des fonctionnaires, soit des contractuels, mais des personnes qui sont embauchées par la collectivité et qui le sont sur des durées indéterminées. En revanche, les élus, eux, sont de passage, c'est-à-dire que un élu a un mandat, ce mandat va prendre fin à une date qui est d'ailleurs fixée dès l'origine de la mandature, et par conséquent les élus ne sont pas destinés à rester en permanence dans la mairie, et par conséquent eh bien ça fait quand même un distinguo entre les deux qui est assez fondamental, et ce distinguo il faut bien l'avoir compris, il faut bien l'avoir accepté. Du côté des élus, bien sûr, on sait qu'on a une fin de mandature, mais qu'on peut se représenter pour une mandature complémentaire, suivante. Mais malgré tout, la règle du jeu, c'est que les élus ne sont pas des permanents, ce sont simplement des personnels de décision, de passage. Et donc, les fonctionnaires et les agents de leur côté vont avoir en tête cette règle de fonctionnement et vont avoir en quelque sorte un peu le réflexe de l'appliquer et de la rappeler à chaque fois que ce sera nécessaire. C'est la raison pour laquelle il est important que tout le monde soit sur la même longueur d'onde. Et même si du côté des élus, c'est pas toujours facile d'accepter le principe que tout a une fin, eh bien c'est important quand même malgré tout de s'inscrire dans cette logique, parce que sinon vous allez avoir en face de vous des agents qui ne vont pas avoir de cesse que de mener des petites stratégies pour vous rappeler cette évidence de façon permanente. Donc, première règle, bien comprendre en tout cas le rôle des uns et des autres qui s'inscrit en fait dans un fonctionnement institutionnel. Maintenant, nous allons prendre chacun des rôles des élus, des agents. Alors tout d'abord, du côté des élus, eh bien vous avez les conseillers municipaux. Il faut bien comprendre, là encore, que même si c'est un rôle de décideur, les conseillers municipaux ont pour rôle essentiel d'être présents au moment des réunions du conseil municipal de leur commune et de prendre des décisions en participant au vote. Ça, c'est le rôle des conseillers municipaux. Il peut y avoir à côté de cela
un travail de réunion en commission ou en comité. Mais en aucun cas, un conseiller municipal n'est en lien avec le fonctionnement de la mairie, avec l'application et la mise en œuvre des décisions qui ont été prises au conseil municipal, et en aucun cas, un conseiller municipal est en lien avec les agents, fonctionnaires ou contractuels de l'administration. Donc ça, c'est important déjà à préciser. Le conseiller municipal qui vient à la mairie et qui donne des ordres aux employés municipaux, ça s'est déjà vu et c'est source de beaucoup de problèmes. Donc la règle du jeu, c'est pas celle-ci. Ensuite, vous avez dans les élus les maires adjoints et les conseillers délégués. Alors là, c'est un peu différent. Les maires adjoints et les conseillers délégués sont à peu près, comment dirais-je, les mêmes personnes qui ont des responsabilités d'exécutif, c'est-à-dire que leur rôle, c'est de mettre en œuvre les décisions du conseil municipal. Le maire leur demande pour un domaine particulier, eh bien, de faire le travail qui lui revient à lui, hein, donc c'est le maire qui leur donne une délégation, et vous avez donc de ce fait-là un conseiller délégué au sport ou un adjoint au sport qui va s'occuper de mettre en œuvre les actions en direction du sport. Et par conséquent, là, ça donne une légitimité à ces élus pour qu'ils puissent s'adresser à l'administration, donc aux fonctionnaires de mairie, aux agents de la mairie, pour les domaines qui les concernent. En théorie même, il devrait s'adresser au directeur général des services ou directrice générale des services, ce que l'on appelait autrefois la secrétaire de mairie ou le secrétaire de mairie. C'est lui qui chapeaute l'ensemble de l'organisation et c'est lui qui devrait en théorie faire redescendre les demandes des adjoints et des conseillers délégués en direction des services pour que les choses soient réalisées et mises en œuvre. Alors, pour des raisons de facilité de fonctionnement et parce que sur des demandes qui peuvent être quotidiennes et sans grande importance, on accepte le principe qu'un adjoint puisse s'adresser directement à un agent municipal, mais c'est pas vraiment le fonctionnement normal. Donc il faut bien avoir en tête que normalement, eh bien, les ordres viennent d'en haut et viennent du directeur ou de la directrice générale des services. Ensuite, vous avez, eh bien, forcément l'organisation, bien souvent organisée sous forme d'organigramme, de l'ensemble de la mairie, avec un côté administratif, puisque c'est le fonctionnement de l'ensemble des formalités de l'administration, et puis un côté plus technique, où là, eh bien, ce sont plutôt des personnels qui réalisent des travaux, des aménagements, et qui s'occupent plutôt des équipements de la collectivité. L'ensemble de ces agents peuvent être des fonctionnaires, c'est-à-dire qu'ils ont passé un concours et ils sont désignés fonctionnaires pour toute leur carrière, toute leur vie. Et quand ils sont affectés dans une collectivité, eh bien, en théorie, ils sont censés y passer un temps relativement long. Peut-être même jusqu'à la fin de leur carrière, ça n'est pas anormal dans une carrière de fonctionnaire. Les contractuels, c'est différent, ils n'ont pas passé le concours, mais le principe, c'est que si la collectivité a fait une demande de recrutement et que personne ne s'est proposé comme candidat, eh bien la collectivité peut se tourner vers des personnes qui ont les compétences, mais qui ne sont pas fonctionnaires et qui seront recrutés sous forme de contractuel. Donc un contractuel, c'est quelqu'un qui est sous contrat de la collectivité pour un certain temps, puisque c'est renouvelé, c'est renouvelable. Donc les fonctionnaires fonctionnent, si l'on peut dire, par rapport à l'organigramme auquel ils se réfèrent, et bien évidemment l'ensemble des directives doivent leur parvenir de leur hiérarchie. C'est la raison pour laquelle les élus doivent
normalement s'adresser à la hiérarchie qui fait ensuite, qui prend en compte leurs demandes et qui les répercute ou la répercute directement sur les services. Et puis donc dans cette organisation, vous comprenez que les chefs de service ont un rôle assez primordial. Alors le premier d'entre eux, on l'a dit, c'est le directeur général des services ou la directrice générale des services, mais vous avez en dessous des responsables de service, et ces responsables de service, eh bien ce sont eux qui, sur le terrain, ou du moins au plus près des administrés et au plus près de la dimension opérationnelle, organisent l'ensemble des actions. Ces chefs de service sont assez importants. Et bien souvent, il est plutôt judicieux pour un maire adjoint ou pour un conseiller délégué de s'adresser au chef de service plutôt que directement aux agents qui réalisent les missions sur place. On va voir tout à l'heure, à l'occasion des autres questions que vous avez posées qui ne sont pas, comment dirais-je, enfin qui sont sincères, voilà, et bien que effectivement c'est plutôt ce type de fonctionnement qu'il faut respecter, soit passer par le directeur général des services ou la directrice générale des services, soit par les responsables de service. Voilà. Alors ça c'est l'organisation. Vous allez me dire, bah, il manque quelqu'un là-dedans. Bah oui, il manque en effet le personnage le plus important, c'est-à-dire le maire ou la maire, suivant l'appellation que les uns et les autres choisissent dans leur commune, puisqu'il y a des femmes maires qui demandent à ce qu'on l'appelle Madame le maire. Alors, le maire a un rôle bien évidemment déterminant. Le maire est à la fois l'organisateur des prises de décision du conseil municipal, puisque c'est lui qui en dresse l'ordre du jour et qui préside les réunions du conseil municipal, mais il a aussi pour rôle d'exécuter les décisions une fois qu'elles sont prises. C'est un rôle d'exécutif. Pour réaliser cette mission, il a des adjoints qu'il peut nommer pour l'aider dans différents domaines. D'ailleurs, les adjoints travaillent sous ce que l'on appelle le contrôle et la responsabilité du maire. Donc s'ils font des bêtises, le maire est responsable, mais le maire doit également contrôler le travail que font les adjoints qu'il a nommés. Et donc le maire a un rôle assez déterminant parce que l'ensemble de la structure de la mairie, de l'organigramme de la mairie, l'ensemble des fonctionnaires de la mairie ne connaissent qu'un seul chef finalement, c'est le maire. Et bien souvent, ils ont besoin de comprendre que les actes qu'ils sont amenés à effectuer viennent à l'origine d'une décision du maire qui redescend en fine gouttelette jusqu'à eux pour être exécutée. Donc, voilà, cette organisation doit être, comment dirais-je, respectée par les uns et les autres. Pourquoi? Parce que, bon, d'une part, c'est l'organisation voulue par la loi d'une collectivité locale, d'une institution démocratique, mais surtout parce que l'ensemble des agents ont été formés pour que cette organisation soit toujours la référence et soit toujours pour eux le schéma dans lequel ils doivent évoluer. Ne pas comprendre cela et jouer un rôle qui ne s'inscrit pas dans ce schéma, eh bien, c'est source de difficultés et source de dysfonctionnement. Nous avons un service technique qui traîne des pieds, que peut-on faire? Alors je vous avais dit, hein, les questions peuvent être croustillantes dans certains cas. Alors il n'y a pas que les services techniques qui peuvent traîner des pieds, on l'entend en tout cas dire pour différents types de services, et tout à l'heure d'ailleurs on va répondre à une question similaire concernant les polices municipales. Mais je vais répondre et puis ensuite vous allez voir quelles sont les différentes solutions qui peuvent être mises en place. Alors, si un fonctionnaire ou un service
fait ce que l'on pourrait appeler du mauvais esprit, c'est-à-dire n'est pas très volontaire dans les missions qu'on lui demande d'exécuter, eh bien ce que je voudrais dire, c'est que c'est déjà un gros problème. C'est un gros problème, pourquoi? Parce que vous allez vous rendre compte que les solutions ne sont pas si évidentes et que lorsque l'on est élu, on a relativement peu de moyens d'arriver à résoudre cette difficulté par les solutions qui viendraient directement et en première à l'esprit. Alors pourquoi? Parce que les agents de la collectivité ont déjà dans l'esprit le fait qu'ils sont eux permanents et que les élus ne le sont pas. Ils savent comment fonctionne l'institution, comment fonctionne l'ensemble de l'organisation salariale des collectivités locales. Ils savent comment fonctionne et quels sont le poids de leurs syndicats. Et par conséquent, ils savent exactement comment procéder pour ne pas être répréhensibles et pour pouvoir faire valoir leur point de vue. Il faut dire aussi que l'institution a fait en sorte qu'ils soient, qu'ils aient un certain pouvoir, qu'ils aient, une certaine reconnaissance. Pourquoi? Parce qu'ils étaient souvent victimes de décisions qui pouvaient être autoritaires et donc par conséquent il y a un équilibre social qui s'est fait au sein des collectivités et qui font que c'est assez difficile pour des élus d'aborder l'ensemble de l'organisation municipale et des agents de façon autoritaire et assez dirigiste. Il arrive très souvent qu'on se plaigne dans les collectivités de l'absentéisme. Il est vrai que si un service fonctionne mal ou qu'un fonctionnaire se sent mal à l'aise dans une organisation, eh bien il peut bien évidemment tout de suite faire valoir son ressenti émotionnel et psychologique et se faire arrêter pour pouvoir se soigner. Voilà, la situation est assez équilibrée. Hein. On ne peut pas dire qu'elle soit disproportionnée, elle est équilibrée, mais elle est bien évidemment pas à l'avantage des élus s'ils veulent vraiment aborder le management des services de façon assez cadrée et assez dirigiste. Ce qui se passe bien souvent, c'est que ça c'est le début de la fin, les élus se découragent au bout d'un moment, finissent par ne plus passer par le service en question, donc ça crée un dysfonctionnement, une incompréhension dans l'organisation de la collectivité. Donc voilà, on sent que cette partie-là n'est plus véritablement opérationnelle. Les autres services se demandent pourquoi est-ce que c'est sur eux que va retomber les missions qui ne sont pas accomplies par celui qui est en indélicatesse avec les élus. Enfin voilà, vous comprenez bien évidemment que tout ça, c'est source de difficultés. Alors, quelles sont les solutions par rapport à cela? Comment peut-on arriver à s'en sortir? C'est là encore assez difficile. L'ensemble de ce domaine, c'est-à-dire l'organisation, le fonctionnement psychologique, le management des services, tout ça est une science que l'on appelle la sociodynamique. C'est un outil, la sociodynamique, qui est mis à la disposition des dirigeants pour, lorsque des difficultés se posent dans une institution, dans une organisation, dans un service, eh bien on puisse faire l'équilibre des forces et essayer de comprendre comment le centre de gravité peut évoluer et comment on peut faire en sorte qu'une organisation qui fonctionne d'une certaine façon modifie un peu ses habitudes et se dirige plus vers une logique constructive et positive. Donc ça, c'est, je dirais, le décor théorique. Après, les solutions concrètes, bien souvent, il est important de changer l'équilibre des choses. Donc bien souvent, on va chercher un intervenant externe ou quelqu'un d'extérieur ou une nouvelle personne, un nouveau chef de service, si on a l'occasion d'avoir une mutation et de pouvoir le faire. Ça vient bouger les lignes. Et en bougeant les lignes, eh bien ça rend l'équilibre de l'institution un peu différente, un peu plus instable. Et avant de se stabiliser, eh bien c'est l'occasion
de mettre en place l'organisation que l'on souhaite, que l'on veut réaliser. Moi, je me rappelle d'une situation, j'avais une directrice générale des services qui s'est mise en colère contre un agent qui l'avait giflé. D'ailleurs, l'agent est resté en arrêt de maladie pendant une dizaine d'années, hein, si c'est pas plus. Et donc, à partir de ce moment-là, une crise au sein de la mairie s'est produite. Des agents qui habituellement étaient de très bons fonctionnaires et qui menaient leurs actions, leur travail sans faire de difficultés, ont refusé de travailler, se sont mobilisés contre alors à l'époque c'était des secrétaires généraux, hein, mais contre la directrice générale des services, et bien évidemment cette situation était plutôt critique. J'ai dû, et je m'en suis sorti ainsi, j'ai dû aller chercher en fait un fonctionnaire extérieur que j'ai recruté pour une mission spéciale, celle de réorganiser le fonctionnement de la mairie, apaiser les choses, et avec cette personne qui connaît le fonctionnement de la collectivité, qui a un regard extérieur et qui a l'oreille de tout le monde parce que finalement il est en dehors de l'équilibre des forces, a pu remettre la mairie en ordre de bataille et en situation de bien fonctionner. Bien souvent d'ailleurs, pour les élus, les maires font appel à des missions de consulting. Alors, j'aime pas trop le terme parce que c'est un terme anglophone, mais ces missions de consulting, en fait, elles sont intéressantes pour les élus parce que ça permet d'aller chercher des experts dans des domaines particuliers et de les faire intervenir dans la collectivité pour résoudre une difficulté passagère ou pour régler un dossier d'actualité. On le fait très souvent d'ailleurs dans les révisions de PLU, par exemple, hein, en urbanisme, on va chercher un cabinet spécialisé pour faire la révision parce que c'est une mission particulière que les services ne savent pas forcément faire. Eh bien, en termes d'organisation et de fonctionnement, de management, ces missions de consulting sont très utiles et très importantes. Donc, il y a des cabinets spécialisés qui le proposent, les services de l'administration centrale les utilisent couramment, c'est assez coûteux, c'est tellement coûteux d'ailleurs que c'est difficilement accessible pour les communes et les petites communes, et quand on les utilise à haut niveau, ça peut faire même d'ailleurs des polémiques, hein, pour reprendre une affaire qui a concerné la présidence de la République, mais l'idée quand même malgré tout, c'est d'aller chercher des experts dont c'est le métier et qui savent réaliser ce type de mission. Nous le faisons, nous, sur un certain nombre d'expertises. Donc lorsque nous avons dans un domaine particulier une expertise qui s'est affirmée au fur et à mesure du temps, eh bien, il arrive que l'on propose donc des missions de consulting aux mairies pour pouvoir se mettre à leur disposition et mener pour elles des dossiers, des demandes particulières. Et c'est le cas en particulier lorsqu'il est question d'organisation interne des services, de fonctionnement des services et de relations d'équilibre au sein de la collectivité. En tout état de cause, il faut bien comprendre que quand ça commence à mal marcher, ça va coûter de l'argent. Alors ça va coûter de l'argent bien sûr si on fait appel, comme je le disais, aux professionnels des difficultés et des consultings divers et variés, mais ça coûtera encore plus cher si l'on ne fait rien. Si l'on ne fait rien, bien évidemment, les choses vont s'empirer, elles vont s'installer, elles vont peut-être même durer pendant plusieurs années, à tel point d'ailleurs qu'arrivé un moment, ce sera même très difficile de trouver des solutions. Et puis il y a un autre coût que les élus doivent prendre en compte, c'est que, comme j'ai dit tout à l'heure, ils sont là à temps partiel. Et par conséquent, le temps qui est utilisé, le temps qui est perdu par le dysfonctionnement d'un service, c'est du temps qu'ils n'auront pas dans leur capital mandat, c'est-à-dire le capital pour réaliser l'ensemble du programme électoral qu'ils avaient prévu de mettre en œuvre. Et donc ça, c'est un coût aussi qui ne se chiffre pas en euros, mais qui pour la collectivité et pour les élus est particulièrement
important. Donc il faut bien mettre en perspective l'ensemble de ces éléments et puis le plus tôt possible prendre les bonnes décisions de façon à ne jamais laisser un dysfonctionnement s'installer et devenir institutionnel, c'est-à-dire devenir finalement partie intégrante de l'institution. Je vous l'avais annoncé, voilà la question concernant la police municipale. Je suis adjoint à la sécurité et les policiers municipaux ne veulent pas travailler avec moi. Que faire? Alors, vous voyez un peu les situations particulièrement sensibles que les élus peuvent rencontrer. Alors déjà, pour vous rassurer, c'est très classique avec la police municipale. Ça vient du fait que la police municipale évolue dans un champ qui est différent de celui dans lequel évolue l'ensemble de l'organisation de la mairie et l'ensemble des autres fonctionnaires de la mairie. La police municipale évolue dans le champ des pouvoirs de police que le maire détient au titre et au nom de l'État. Le maire est donc responsable et représente l'État français dans sa commune, et le reste de l'organisation municipale qui est liée à l'exécution des décisions du conseil municipal fonctionne, elle, dans un autre champ que celui donc des pouvoirs de police. Il arrive même d'ailleurs dans certaines mairies que la police municipale ne reconnaît pas le directeur général des services ou la directrice générale des services. Je l'ai connu, et par conséquent, et en plus, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que l'institution a été faite de telle manière que c'est presque la norme. Donc ce type de difficulté, soyez rassurés, se trouve et se rencontre dans de nombreuses occasions. Alors, quelles sont les solutions face à cela? Alors, les solutions, déjà, je vous invite à vous reporter à la question précédente, qui voyait la question du dysfonctionnement d'un service, quelle solution on pouvait mettre en œuvre dans ce cas-là. Mais dans le cas d'une police municipale, eh bien, il y a quand même une solution qui est assez déterminante, c'est le rôle et le discours du maire. Il faut que le maire affirme la délégation qu'il a donnée à son adjoint qui doit s'occuper de la police municipale. L'affirmer, ça veut dire quoi? Ça veut dire faire l'arrêté, bien évidemment, le publier, ça c'est normal, mais c'est aller au-delà de cet acte-là. C'est de façon presque permanente rappeler et reconnaître le rôle de son adjoint. Il doit, moi c'est ce que je conseille, bien formaliser auprès de sa police municipale. Ça peut même être à l'occasion d'une rencontre, d'une réunion ou d'un événement où le maire, de façon très présente, va dire les choses de façon très claire. Il doit, dans un premier temps, bien expliquer que le rôle qui est le sien, rôle opérationnel de direction de la police municipale, eh bien, il demande à son adjoint de l'accomplir pour lui. Et donc, il faut bien qu'il désigne son adjoint et qu'il explique à sa police municipale que lui, il est en retrait et que l'adjoint, c'est son image qui le représente, c'est son double qui est en contact avec la police municipale pour la partie opérationnelle. Et puis le maire doit aussi garder une vision sur le service de police municipale, donc de préciser que tout ce qui sera rendre compte, toute la partie rendre compte, débriefing, eh bien c'est lui en direct qui sera le destinataire. Ce qui est important pour la police municipale, c'est de comprendre que le maire est bien toujours en prise avec le fonctionnement de leur service et qu'il est en quelque sorte le juge du bon fonctionnement de l'ensemble du service, et que c'est lui qui va apprécier si les choses ont été accomplies de façon
satisfaisante. Une fois que ça c'est bien expliqué, il faut ensuite que, de façon un peu astucieuse, le maire, son adjoint, mette en copie la police municipale de leurs échanges et fasse en sorte que l'on comprenne qu'effectivement cette volonté de fonctionner de cette manière est bien en place et que par conséquent dans leurs échanges d'emails, dans la façon dont ils vont transmettre des consignes, eh bien qu'on comprenne que c'est bien l'adjoint qui est en première ligne pour la partie opérationnelle et que le maire est en deuxième ligne pour la partie évaluation et compte rendu finalement des opérations et bilan des opérations. Ce qui est important aussi, c'est de bien montrer par exemple à la police municipale que le maire, quand il s'adresse à sa police municipale, n'oublie pas de mettre toujours son adjoint, alors en copie bien sûr, mais de le citer. Mon adjoint m'a indiqué que, suivant ses conseils, je souhaite que nous procédions de telle manière. Quand il félicite sa police municipale, eh bien le maire peut dire « Mon adjoint m'a expliqué le travail que vous avez accompli sur telle mission et par conséquent je souhaite vous transmettre nos félicitations, nos remerciements ou vous encourager à continuer dans cette voie. » Donc de bien montrer que l'adjoint est omniprésent dans le processus des échanges entre le maire et sa police municipale. C'est assez clé parce que sinon, on se retrouve dans des situations où l'adjoint peut être accepté, mais finalement, dès qu'il y a un peu de difficulté, tout de suite, on va, ou du moins les policiers municipaux peuvent décréter que c'est fini et que eux maintenant veulent avoir affaire qu'au maire en direct. J'ai eu le cas dans une commune il y a de ça 2-3 ans. En fait, il y avait un incident qui s'était produit, un accident grave, intervention de la police nationale et par conséquent la police municipale a d'abord prévenu le maire et une fois qu'elle a prévenu le maire, elle a prévenu l'adjoint. Résultat des courses, le maire de toute façon il n'a pas prévu d'intervenir dans ces cas-là, c'est son adjoint qui est là pour ça et l'adjoint ayant eu l'information en deuxième et tardivement, eh bien il n'a pas été en mesure de pouvoir mener les actions qu'il aurait fallu mener au moment opportun. Et par conséquent, vous voyez, ça a créé là une difficulté, cette volonté de toujours passer par le maire et que le maire soit toujours l'interlocuteur de la police municipale, et ça a créé un dysfonctionnement et des problèmes. Donc lorsque des situations comme ça se produisent, eh bien le rôle du maire c'est de dire vous m'avez prévenu en premier, c'est pas le fonctionnement que je souhaite, et de bien rappeler à la police municipale comment il entend que les choses fonctionnent. Voilà, une fois que vous avez mis en place un peu ce petit manège, eh bien normalement la police municipale devrait comprendre le fonctionnement que souhaitent les élus et les problèmes rencontrés devraient se résoudre. Nous sommes nouveaux élus. Quelles sont les erreurs que vous nous conseillez de ne pas commettre? Eh bien, voilà une question qui va nous tenir toute la soirée s'il le faut. Alors, j'ai sélectionné 10 erreurs à ne pas faire que je vais vous lister dès maintenant. La première, c'est de rentrer dans une logique politique Kleenex. C'est quoi politique Kleenex? C'est qu'on considère qu'à partir du moment où on a une difficulté avec un agent, un fonctionnaire ou avec un service, eh bien qu'on va les mettre à la porte, on va recruter quelqu'un d'autre et que ça va mieux fonctionner. Alors ça c'est une erreur, d'une part parce que mettre à la porte des fonctionnaires c'est quasi impossible et en tout état de cause si on les met à disposition, c'est-à-dire si on les retire des services et qu'on les met à disposition du CIG, c'est malgré tout coûteux pour la collectivité, on continue à les payer et ils reçoivent leur traitement normal. L'autre difficulté aussi, c'est que vous n'êtes jamais assuré que les personnes qui vont les remplacer vont fonctionner mieux
que les précédentes à votre appréciation. Donc voilà, la politique Kleenex, c'est à bannir. Il faut fonctionner avec ce que vous avez. Ne cherchez pas à éliminer qui que ce soit. Éventuellement, faites des déplacements de personnes dans des services réorganisés, mais ne pensez pas éliminer tel ou tel. Deuxième erreur, il ne faut pas que les élus se prennent pour des chefs de service, c'est-à-dire que les élus ne sont pas les chefs des employés municipaux. Les élus sont là pour dire ce qu'il faut faire, ils donnent des consignes, ils les donnent en théorie au directeur général des services ou à la directrice générale des services lorsqu'ils sont adjoints ou conseillers délégués. Ils peuvent les donner directement aux chefs de service ou aux responsables de service de la hiérarchie municipale, mais ils ne sont pas là pour dire, pour donner des ordres et dire il faut faire ça à telle heure. Ça n'est pas leur travail et ça ne sera pas accepté par les services. Alors je le dis pourquoi? Parce que ça tombe très souvent. On sent des fois qu'il y a des élus qui apprécient leur rôle d'élu parce que ça leur donne le pouvoir de diriger un service et de donner des ordres pour que les choses se fassent comme eux l'entendent. Malheureusement, ça n'est pas possible et malheureusement, c'est source de difficultés. Donc, ça, c'est à ne pas faire. Autre erreur à ne pas faire. Ne jamais donner le sentiment qu'une décision vient de soi-même. Il faut toujours mettre en perspective un élu, quel qu'il soit d'ailleurs, même si c'est le maire, dans l'ensemble de la chaîne entre la population qui a des attentes, le maire qui a été élu avec son équipe pour répondre à ces attentes, et derrière ça, le maire qui a donné délégation à des adjoints, des conseillers délégués, pour, dans les domaines qui les concernent, remplir la mission qui est la sienne. Il a donné délégation pour ça. Et par conséquent, en rappelant continuellement cette chaîne, eh bien, la consigne que les élus peuvent être amenés à exprimer, elle sera légitimée, c'est-à-dire qu'elle rentrera dans ce processus qui, lui, par contre, est indiscutable, est admis et est respecté par tout fonctionnaire de collectivité locale. Ce qui est important, par exemple, pour un adjoint, c'est de dire le maire aimerait que nous faisions de telle et telle manière. Ou de dire c'était prévu dans le programme électoral et par conséquent il faut le réaliser assez rapidement. Ou même de remonter jusqu'à les besoins de la population. Il y a de plus en plus d'habitants qui rencontrent des difficultés sur tel et tel domaine. Eh bien, il faut qu'on y réponde tout de suite. Voilà, donc il faut bien montrer que ça n'est pas la décision de l'élu grand souverain et grand décideur qui a été prise de façon intérieure, sans considération de quoi que ce soit et que c'est une décision qui lui est propre. Il ne faut surtout pas que ce soit ce sentiment-là qui reste. Il faut bien que l'ensemble de la chaîne soit rappelé dans les décisions et les ordres, les consignes qui sont données au service. Autre point, il faut penser à formaliser les demandes. Ça ne sert à rien de dire à la volée tiens, il faudrait faire ça et puis de passer à autre chose. Pourquoi? Parce que vous comprenez tout de suite, ça va être oublié volontairement, ça peut donner lieu à plein de difficultés. Alors on peut le dire, mais il faut le formaliser par un email, par un écrit, de façon comment dirais-je, consécutive. Cette façon de formaliser permet de faire un suivi. Pourquoi? Parce que si vous êtes amené un jour à discuter avec un fonctionnaire de la façon dont vous travaillez avec lui, eh bien, il faut que vous ayez la possibilité de vous rappeler
les demandes que vous avez pu exprimer, et puis ça vous donnera un peu la vision aussi de la façon dont vous avez obtenu satisfaction à ces différentes demandes, et que vous pourrez le spécifier. Bien souvent on entend les élus dire « Ah bah oui, alors il y a un problème, ça se passe pas comme il faudrait parce qu'il se passe telle et telle chose », mais qui finalement ne sont pas en mesure d'expliquer ou de désigner des exemples pour pouvoir illustrer la situation, à tel point qu'on pourrait presque leur dire « Oui, enfin vous dites ça, mais finalement vous n'avez pas de situation, vous ne connaissez pas de situation où ça s'est véritablement produit ». Donc voilà, formaliser les demandes, et cela permet de faire un suivi. Et puis surtout, formuler correctement vos demandes, parce que le moindre petit point incompréhensible ou obscur, ça va être source de difficultés. Je prends l'exemple d'un maire qui avait eu un drame dans sa commune. C'est un enfant qui avait été blessé au cimetière. Je ne sais pas ce qu'avaient fait les gosses au cimetière, mais en gros, il s'était blessé avec une pièce de pierre tombale qui lui était tombée sur un pied. Et il avait été blessé. Alors le maire avait donné pour consigne à ses services techniques d'aller au cimetière, et toute pierre qui pouvait comporter un risque, eh bien de la déposer, de la mettre au sol tout de suite, etc. Et les services y sont allés, considérant de façon générale l'ordre qui leur avait été donné, à tel point que quasiment toutes les tombes ont été couchées, on s'est retrouvé face à une situation de profanation généralisée du cimetière, qui a créé bien évidemment des problèmes. Et le fond de cette difficulté, c'est finalement une incompréhension des services de ce qu'attendait réellement le maire. Donc pensez à bien formuler vos demandes, et si vous pouvez les illustrer avec la situation que vous souhaitez régler au travers de cette demande, c'est tant mieux, parce que ça permet en plus aux agents de bien mettre en perspective l'ensemble des actes qu'ils vont avoir à accomplir. Lorsque vous êtes en situation bloquée, verrouillée, il ne faut surtout pas pratiquer ce que 90% des personnes feraient, c'est-à-dire passer en force. Si vous avez un service, par exemple, qui traîne des pieds pour faire quelque chose, ne cherchez pas à le contourner. C'est la meilleure façon de créer encore plus de difficultés que celles que vous rencontrez. Il faut, dans des cas comme ça, absolument respecter la procédure, respecter la forme. Il faut que les choses se fassent de façon normale. Si vous faites du passage en force, vous serez après obligé de le faire de façon quasi systématique. Et vous ne pouvez pas gérer une commune en passant en force à chaque fois. Donc, ce réflexe, parce qu'on peut dire que c'est un peu cela, cette façon un peu de se dire « Oh, j'en ai marre et je vais foncer dedans », c'est pas un bon choix. Il faut respirer, analyser la situation et essayer toujours d'avancer. C'est une approche sociodynamique, il y a des formations pour ça, de formation d'analyse transactionnelle, de programmation neurolinguistique ou de sociodynamique, et c'est valable bien évidemment dans des administrations ou des collectivités locales, mais ça l'est également dans toute organisation, entreprise, association, quel que soit le lieu dans lequel évoluent des individus humains. Transposer le privé au public, ça c'est à bannir, à ne jamais faire. On l'entend systématiquement. On a même des candidats qui se présentent en disant « J'ai réussi à monter ma société et j'ai une entreprise prospère, je vais faire la même chose avec la mairie ». Alors ça ne marche pas. Je pense même que les électeurs n'y sont pas réceptifs. Ça ne marche pas. Pourquoi? Parce que il y a toujours dans la société française cette dualité entre le fonctionnariat et le salariat. Donc déjà, il y a deux formes du monde du travail qui s'affrontent pas, mais sont toujours comparées, sont toujours mises l'une en face de l'autre. Si vous dites aux fonctionnaires de mairie,
je viens et je vais faire fonctionner la mairie comme fonctionne une entreprise et vous allez voir que ça va marcher, eh ben, vous pouvez être sûr que vous allez avoir des bâtons dans les roues et vous pouvez être sûr que ça ne marchera pas. Donc ne jamais transposer ça. Et ne pas le transposer, c'est aussi bien souvent, et ça arrive, des élus, après des élections, des nouveaux élus qui arrivent et qui arrivent avec un vocabulaire qui n'est pas celui auquel les fonctionnaires et la collectivité est habituée, qui n'est pas un vocabulaire qu'on utilise dans le monde des collectivités locales et des administrations. Et ce vocabulaire qui peut être souvent d'ailleurs même des vocabulaires de start-up ou d'entreprises américaines, donc qui peut reprendre des mots à consonance anglophone, eh bien ce vocabulaire est déjà un marqueur. Et de l'utiliser en disant nous allons procéder en faisant du débriefing et nous allons en utilisant des mots comme ça, c'est le meilleur moyen de ne pas avoir l'adhésion des fonctionnaires de la mairie, des agents de la collectivité et par conséquent c'est contre-productif. Donc il faut bien l'avoir en tête parce que pour quelqu'un qui vient du monde de l'entreprise, c'est un réflexe, c'est sa façon de fonctionner et bien souvent il met en avant ce côté entreprise, monde de l'entreprise, monde du privé et sans s'en rendre compte et par conséquent ça crée des difficultés et c'est souvent d'ailleurs la source de problèmes. De la même façon, ne jamais dévaloriser les fonctionnaires. Ça ne sert à rien de rentrer dans le schéma de les fonctionnaires travaillent pas beaucoup ou les fonctionnaires travaillent lentement ou toutes les idées reçues, on peut les avoir, en parler entre amis, faire des blagues à ce sujet. Il ne faut pas le faire dans la collectivité parce que c'est très contre-productif. On comprend tout de suite le principe, hein, c'est pour un fonctionnaire d'entendre ça l'oblige en quelque sorte à réagir. Et donc de ce fait-là, vous vous retrouvez avec un problème à régler alors que finalement vous vouliez faire une bonne blague et ça n'a pas marché. Il ne faut pas, et ça c'est important, il ne faut pas développer des complicités avec certains agents contre d'autres. Ça arrive assez souvent. Et ça arrive d'ailleurs d'autant plus que certains agents vont essayer d'avoir l'oreille des élus alors que d'autres ne l'ont pas. Et donc de ce fait-là, ça va leur donner comme une espèce d'avantage, comme une espèce de pouvoir supplémentaire. Et par conséquent, ça va créer un peu des discordes au sein des services parce que les agents qui pourront se revendiquer de pouvoir dialoguer directement avec les élus ou d'avoir les faveurs des élus lorsqu'ils sont amenés à s'exprimer en direction des fonctionnaires, ça va rendre les autres dans une situation dévalorisante d'une part et puis dans une situation de rivalité qui va être contre-productif pour la collectivité. Déjà, ces situations arrivent de façon presque naturelle parce qu'il est courant que les élus connaissent en dehors de l'activité municipale, certains des employés municipaux qu'ils rencontrent dans des associations sportives, dans des activités ou même d'ailleurs dans la même famille. C'est déjà des liens qui sont pas gênants, mais qu'il faut prendre en compte. Moi, j'ai eu un adjoint dont la femme était employée au service finance. Eh bien, il fallait fixer une règle du jeu. Parce que il faut pas que dans la mairie on ait le sentiment que la femme de l'adjoint a un rôle qui n'est pas celui qui apparaît sur l'organigramme de la collectivité. Donc voilà, pensez bien à ne jamais développer ce genre de copinage, ce genre de situation. Justement, il faut bien intégrer du côté des élus parce que certains se font avoir, même avec de l'ancienneté. Il ne faut pas que du côté des élus on pense à un quelconque instant
que si les fonctionnaires sont sympas, chaleureux, s'ils écoutent ce qu'on leur demande et qu'ils le réalisent promptement, eh bien que ce sont pour autant des amis. Non, les amis c'est autre chose. Donc les fonctionnaires de mairie, et qu'ils soient fonctionnaires ou contractuels, les agents de la mairie ne sont pas et ne peuvent pas être les amis ou les copains des élus. Et ça, c'est à bien prendre en compte parce que ça peut vous revenir au visage très rapidement et même par la bouche des personnes concernées. Le nombre de fois où des élus ont été battus aux élections et pensaient que ça allait donner du chagrin aux fonctionnaires et aux agents municipaux parce qu'ils allaient devoir se séparer et ne plus travailler ensemble, eh bien, et que finalement, c'est pas du tout ce qui s'est produit. Le nombre de fois où cette situation, je l'ai vu, est quasi systématique. Non, les fonctionnaires, ils savent très bien que les élus sont amenés un jour à partir et ils savent très bien qu'un jour ils pourraient travailler avec un autre élu et que l'élu avec lequel ils travaillent aujourd'hui ça se passe bien, demain il suffirait que le maire décide que l'élu n'a plus de délégation ou que cet élu là est un dissident et qu'il ne faut plus travailler avec lui, les fonctionnaires appliqueront la consigne sans état d'âme. Donc ayez bien en tête que ça c'est un schéma qui est faussé, qui n'existe pas. Et pour finir, il faut surtout là aussi penser que ce que vous le faites pour l'intérêt général, pour la collectivité et que personne n'est redevable vis-à-vis de vous. Le nombre de fois où, alors c'est valable bien évidemment du côté de la population, mais c'est valable aussi et surtout du côté des agents. Le nombre de fois où, puis je vais vous raconter une histoire pour finir, le nombre de fois où des élus vont donner des primes, ou vont autoriser une titularisation, ou vont signer un passage de grade et vont penser après que les agents vont être reconnaissants parce que c'est eux qui ont pris la décision. J'avais vu, peut-être certaines fois pour des recrutements, c'est-à-dire quand c'est un maire qui a recruté un fonctionnaire, c'est vrai qu'on entend dire les fonctionnaires c'est vous qui m'avez recruté, donc ça reste un peu marquant. Mais pour le reste, ne pensez pas que les agents se rappelleront quels sont les élus qui leur ont rendu service et qu'ils auront vis-à-vis de ces élus des intentions particulières. L'histoire que je vais vous raconter, elle est assez simple. J'avais un directeur de service technique qui était dans ma ville. Bon, ça se passait bien. Moi, ça a toujours bien marché de façon avec les fonctionnaires. J'arrive même à fonctionner avec des gens qui ailleurs étaient en difficulté avec leur mère. Donc voilà. Et donc ce directeur des services techniques veut muter pour une affectation en Corse. Donc moi je suis en Île-de-France, donc vous voyez c'était plutôt pour aller au soleil. Et donc il fait sa mutation, bon, et lorsqu'il arrive en Corse, il arrive là-bas mais avec la mentalité et la façon de diriger les services que l'on peut avoir à Paris, qu'on peut avoir en Île-de-France, mais que l'on ne doit pas avoir en Corse. Très vite ça a mal tourné. Ça a même mal tourné au point que ça a créé des difficultés violentes. Voilà. Donc il s'est retrouvé en Corse avec sa femme qui avait été embauchée par la même collectivité, qui était fonctionnaire elle aussi, et dans une situation où ça ne marchait pas et qu'il fallait qu'il reparte rapidement. Il m'a recontacté, il était dans une situation de difficulté. Bon, comme ça s'est plutôt bien passé avec moi et avec la collectivité que je dirigeais en tant que maire,
Eh bien, nous avons accepté de le reprendre et de le reprendre rapidement, donc et de lui restituer tous les avantages qu'il pouvait avoir eu en Corse. Donc, ça voulait dire un logement de fonction, alors, il n'y avait pas de véhicule de fonction, mais un emploi pour son épouse. Lui, bien sûr, son traitement maintenu. Bon, voilà. Donc, tout a été mis en place et en l'espace de 48 heures, il avait un autre poste, un point de chute avec les mêmes conditions pour pas trop perdre de plumes et il se sortait, il était exfiltré d'une situation difficile. Eh bien cette personne, je l'ai retrouvée quelques années plus tard contre moi. On m'a rapporté qu'il échafaudait des choses avec l'opposition, qu'il transmettait à l'opposition des informations. Il a essayé de s'attribuer un véhicule de fonction en ne passant pas par la procédure normale et sans me faire valider les choses normalement. Enfin voilà, donc et puis on l'a retrouvé aux élections, il est sur une liste qui était contre la municipalité que j'avais conduit. Donc voilà, tout ça montre bien que ne pensez pas que en rendant service ou en prenant une décision favorable, eh bien vous allez avoir des gens qui vont vous renvoyer l'ascenseur. Ça ne marche pas comme ça et ça ne doit pas marcher comme ça.